Stop déchets, un concours pour sensibiliser les écoliers de la CACL à la réduction de notre empreinte sur Terre. Plusieurs établissements y ont participé toute l'année. Ils ont été récompensés ce matin, l'occasion de revenir sur cette expérience. De la fumée pour vérifier le bon état du système d'évacuation des eaux usées. C'est le procédé employé par la CACL dans le quartier des Âmes Claires en ce moment. Le nuage est diffusé dans les canalisations pour déceler les fuites d'eau, pour engager des travaux si nécessaire. Enfin, 200 écoliers se sont jetés à l'eau. Ce matin, la piscine de Baduel à Cayenne a été investie pour une grande journée d'évaluation de leurs aptitudes en natation, déterminant pour la suite de leur scolarité. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. On démarre ce soir avec cet homicide par arme blanche. Ce matin, un propriétaire a été tué par son locataire cité Pasteur à Cayenne. Son fils, lui, a été blessé. Il pourrait s'agir d'un conflit autour de loyers impayés qui aurait dégénéré. La victime est un homme connu à Cayenne, André Bouécas, retraité taximan et camionneur âgé de 72 ans. Il était aussi le père du footballeur Karl Bouécas. L'auteur des faits a été interpellé et placé en garde à vue. On écoute un témoin de la scène. Ouvre la porte à moi. Et là, je connais José, ouvre la porte à José. L'homme chez la porte encore, il dit José, il tourne double, un coup de couteau encore. José entré, les choses entrées, et il vient pour entrer, il me ferme la porte à moi, je passe les clés. Je passe les clés. Alors, je passe là, je ne sais pas si elle tué papa José après, mais c'est ça moi ouais. Il va José des coups de couteau là devant moi. Alors pas si balle plus encore mais il va José des coups de couteau dans dos. Alors si je pas ouvert porte pour José, il tue José. Parce que l'homme fait la porte là, monsieur fait piéger là pour l'entrer au fond. En dans cas là. Alors je ferme la porte là et madame là, était dans la cuisine là. Ma femme de la cuisine, était qu'à nettoyer un petit viande quoi. Et les amis chez eux disent téléphonez ambulance moi, téléphonez pompiers moi. Je vous le disais en titre, ce matin, 106 écoliers de la CACL se sont réunis pour partager leur expérience éco-citoyenne. 106 jeunes qui ont participé au concours Stop Déchets organisé par la CACL pour sensibiliser dès le plus jeune âge à la réduction des déchets. Ils ont été récompensés pour leurs efforts, mais ils ne comptent pas s'en arrêter là. Mia Pierre. Ils sont une centaine d'élèves venant de différents établissements scolaires de la communauté d'agglomération du centre littoral. Tous ont participé au challenge Stop Déchets, un concours organisé depuis 5 ans pour inciter les classes et les écoles du territoire à réaliser des actions concrètes de protection de l'environnement. La chose qu'on peut constater, c'est que de manière générale, quand on a des groupes qui se lancent vraiment dans ce qu'on appelle, nous, une démarche de projet, donc vraiment l'idée d'avoir plusieurs actions qui constituent un ensemble de projets, ça fonctionne. À la fin de l'année, on a vraiment des élèves qui sont beaucoup plus conscients, qui se sentent plus investis de ces thématiques-là et qui sont souvent aussi les ambassadeurs de ces messages auprès de leurs camarades. Encadrés par leurs enseignants, les éco-citoyens en herbe ne manquaient pas de créativité. Pièces de théâtre, œuvres d'art, tri sélectifs dans les classes, autant de projets menés tout au long de l'année et qui, par le biais de l'éducation, créent une prise de conscience des élèves pour leur environnement. Ils ont très bien compris le message car en fait ce sont eux les initiateurs de cette action. Cela fait 8 ans que l'école est engagée dans le programme Éco-École et ça fait 8 ans en fait qu'ils se battent et pour porter le message que vous avez entendu lors de cette scénette. Et donc ils essaient d'imaginer diverses actions, dont celle-ci, pour porter les messages. Ce sont des notions d'éco-citoyenneté, de respect de l'environnement qui sont transmises aux écoliers, qui deviennent alors acteurs et responsables. Si on a un déchet, au lieu de le jeter dans la nature, on le garde dans sa poche pour le jeter chez soi. Il faut protéger la nature et il ne faut pas jeter les déchets par terre. Et il faut toujours recycler ce qu'on n'a pas en... Avec Jonathan Lariot. Soit un raccordement de gouttière, soit un mauvais tampon qui est à mettre de voir si au niveau des boîtes de branchement, au niveau des gouttières, si on a des remontées de fumée. Et si c'est le cas, ces personnes sont entre guillemets en infraction. Attention donc à bien différencier l'évacuation des eaux usées de celle des eaux de pluie. Prévu pour une quantité précise, un flux d'eau trop important pourrait avoir des conséquences assez désagréables. Ça peut arriver, oui. Plus certainement dans les boîtes de branchement qui sont chez les gens. Elles sont souvent mal étanchéifiées, c'est-à-dire que l'eau de pluie va pouvoir s'infiltrer dans le réseau
avec un temps de pluie, en fait, si on a un bouchon, soit sur le branchement, soit sur une boîte de branchement, dû à des racines ou à des déchets, on peut avoir des remontées d'eau dans les toilettes, des remontées d'eau usées. Et donc on doit intervenir pour déboucher et soulager la personne. Si aujourd'hui le problème a pu être identifié pour quelques maisons, cela ne sera pas toujours le cas. Donc sachez toujours où s'en va votre eau, de peur d'arriver chez vous, les pieds dans l'eau. Au chapitre politique, le président de la collectivité territoriale de Martinique soupçonné de fraude pendant sa campagne. D'après les allégations, son équipe aurait diffusé plusieurs émissions de radio sans en faire mention dans les comptes de campagne. La Commission nationale les avait validés, mais désormais le Conseil d'État met la main sur le dossier. Explication avec Marie Tricot. 6 mois après les élections, un citoyen proche du PPM dénonce des irrégularités sur les comptes de campagne de la liste Grand Semblé. Selon ces allégations, la campagne politique d'Alfred Marie-Jeanne aurait été favorisée par la diffusion de plusieurs vidéos web et émissions de radio issues du média propagandiste RLDM, non déclarées dans ses comptes de campagne. Le président de la CTM avait déjà dû se défendre de ces accusations devant la Commission nationale des comptes de campagne et financement politique. Faute de preuves apportées par le réclamateur, la commission a validé les comptes de campagne du camp Marie-Jeanne. Sauf qu'aujourd'hui, ces détracteurs auraient fourni des pièces à charge complémentaires qui justifient que le Conseil d'État s'empare du dossier. Une procédure normale, dans la mesure où la Commission nationale des comptes de campagne ne peut statuer qu'une seule fois. Elle a donc adressé un courrier au vice-président du Conseil d'État. Si la fraude était reconnue, l'élection d'Alfred Marie-Jeanne à la tête de la CTM pourrait être purement et simplement invalidée. Peu probable, selon les analystes politiques. Mais sur quoi le Conseil d'État va-t-il se prononcer ? Bien, sur le fond, sur le fait de savoir si telle ou telle minute de vidéo sur Facebook ou sur YouTube aura une influence sur le résultat de l'élection du 15 décembre dernier. Écoutez, très franchement, quand il y a eu élection, et il y en a déjà eu, notamment lors d'élections municipales, c'est parce que le scrutin se jouait à quelques voix d'écart. Or là, quel était l'écart au mois de décembre dernier ? Il était de 12 774 voix, ce qui représentait plus de 8% des votants, des suffrages exprimés. Donc avec un tel écart de voix, il est peu probable que ce recours aboutisse. Du côté de la majorité, on ne s'émeut pas d'un dossier déjà bien connu. Sur les réseaux sociaux, Daniel Marissante, le porte-parole de la collectivité territoriale, n'hésite pas à parler de déstabilisation politique orchestrée par le clan PPM. Un militant du néo-PPM, garde de corps de l'Etchimi, Yves Cordémy, qui habite à Châteauboeuf, a porté, dans un premier temps, plainte contre la liste Grand Semblé, auprès de la Commission nationale de contrôle des comptes de campagne, au prétexte des émissions que nous faisons sur RLDM toute l'année. Le Conseil d'État a désormais 1 an pour rendre sa décision. Un processus de solution à mettre en place. On poursuit à présent sur la question du groupe scolaire Maximilien Sabat à Kourou que nous évoquions dans notre journal d'hier. Certains membres de l'ancienne municipalité ont tenu à réagir aux propos du maire. François Ringuet s'exprimait sur notre antenne au sujet du retard pris dans les constructions scolaires de la ville. Lynn Létard, aujourd'hui membre de l'opposition du conseil municipal de Kourou, ne partage pas son point de vue. Elle réagit au micro de Caroline Alcide. Nous avons acté, dois-je le rappeler, 6 millions d'euros qui étaient déjà dans les caisses de la municipalité sur 2 écoles, à savoir l'école du village Saramaka et également de l'an 5. Donc dire que nous sommes responsables de la situation actuelle, c'est faux. Il y a des travaux qui auraient dû être faits. En 2 ans, le maire de Kourou actuel a préféré donner la priorité à d'autres politiques. Il a préféré donner la priorité à du tape à l'œil. On a ce rond-point de ridicule de la ville de Kourou là, qui ne sert absolument à rien du tout. On a également un skatepark. Pourquoi pas? Mais en fait, la priorité n'est pas donnée à l'enseignement. Si elle l'avait été, je crois que le maire de Kourou aurait dû trouver les solutions. Elles existent. Il existe l'ancien lycée Élie Castor, qui est aujourd'hui un réceptacle de quelques associations qu'on aurait pu mettre entre parenthèses et donner donc la possibilité d'investir cet ancien lycée Élie Castor pour éviter effectivement que les élèves de Maximilien Sabat n'aient pas à se retrouver dans d'autres établissements à la prochaine rentrée.
Je crois que le maire de Kourou doit enfin comprendre qu'il est responsable. Il n'est pas de la responsabilité du préfet, quand bien même l'État a toujours aidé les municipalités dès lors que l'on parlait d'enseignement. Donc là non plus, on ne rassemble pas, on préfère accuser l'ancienne équipe quand les priorités ne sont pas données là où elles doivent être données. Restez avec nous dans un instant. Coup de projecteur sur le procédé d'impression 3D. Une entreprise guadeloupéenne en a fait sa spécialité. Et puis nous verrons plus de 200 élèves d'école élémentaire de Cayenne qui ont testé leurs aptitudes à nager. Tout un parcours autour de différentes nages. Vous allez le voir dans quelques instants. Mais avant, l'Office de développement de l'économie agricole des Outre-mer tenait cette semaine son colloque en Guyane. 5 jours d'échanges et de travaux qui se sont achevés cet après-midi avec une conférence sur le développement des produits agricoles transformés et leur distribution. L'occasion pour les acteurs de l'agriculture dans les DOM de rencontrer les exploitants de chez nous. On écoute à ce sujet le directeur de l'ODEADOM. Le premier objectif, c'est d'approvisionner le marché local, de fournir des produits qui plaisent aux consommateurs, des produits frais et qu'on retrouve dans tous les types de distribution, du petit commerce jusqu'au grand commerce. Et là-dessus, on a des progrès à faire. La production, produit, en fruits et légumes, à peu près 80% de la consommation locale, mais beaucoup moins en viande. On est aux alentours de 20% en moyenne. La Guyane est le département dont l'agriculture se développe le plus à l'échelle nationale. Donc c'est encourageant. La production a augmenté de 15% en 15 ans, mais il y a encore besoin, comme je vous le disais, de produire davantage pour couvrir ce marché intérieur. Et donc il est normal que nous intervenions financièrement pour compenser les différentiels de coûts de production par rapport à la métropole. Et donc là nous mettons en œuvre 15 millions d'euros par an, 8 millions directement, 5 millions sur l'investissement, et ça c'est la collectivité territoriale de Guyane qui le fait, pour soutenir en direct ces productions et aussi sur les investissements. Une convention à présent signée entre le parc amazonien et Pôle emploi cet après-midi. Les deux instances s'associent pour accompagner les porteurs de projets en développant l'emploi et soutenant la création d'activités dans le sud du département. Les principaux axes ont été présentés à cette occasion. On écoute la directrice régionale de Pôle emploi et le directeur du parc amazonien. Il me semble important de formaliser un partenariat qui existe, qui a porté ses fruits. Nous avons d'abord choisi de travailler ensemble et de pouvoir mesurer notre capacité à réussir ensemble. Et aujourd'hui, nous avons l'ambition d'aller plus loin. Et formaliser donc cette ambition dans le cadre de cette convention partenariale nous permettait de pouvoir définir les moyens que l'un et l'autre nous allons mettre à contribution de notre ambition. Ambition pour à la fois effectivement permettre à Pôle emploi de renforcer sa présence auprès des habitants des communes desservies par le parc, couvertes par le parc amazonien. Permettre également à Pôle emploi de pouvoir s'appuyer sur les compétences et sur les ressources du parc amazonien en termes de développement local pour pouvoir identifier les formations, les besoins d'accompagnement à mettre en place pour ces populations. On souhaite apporter une capacité d'écoute, de médiation dans le territoire pour que Pôle emploi puisse adapter des formations, des accompagnements des jeunes en particulier aux besoins spécifiques dans les communautés Wayampi, Wayana, Teko, Aluku, etc. Donc il y a des questions d'adaptation en termes de langue, en termes de type de filière. Qu'est-ce qu'on peut faire à Maripasoula ou à Tuanke ou à Elae ou à... c'est des zones où il y a peu d'entreprises ou pas d'entreprises, c'est beaucoup de la débrouillardise, il faut être créatif, il faut saisir les opportunités. Et donc on est là en fait avec Pôle emploi justement un petit peu pour faire du travail dans la dentelle pour ces populations et apporter donc des formations, des accompagnements, une écoute. On revient à présent sur l'actualité du jour et nous recevons ce soir la secrétaire générale adjointe du SGEN CDTG CFDT, Martine Ivoy. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors le syndicat a tenu une conférence de presse ce matin pour dresser le bilan de l'année scolaire et puis préparer la prochaine. Alors justement, quel bilan ? Alors, dresser le bilan, en tout cas, avant que l'année scolaire se termine, essayer d'appeler encore tous les partenaires à se mobiliser et à étudier ensemble certains dossiers dont il semble qu'ils pourraient poser problème justement pour la rentrée.
Lesquels? Eh bien, la mise en œuvre de l'éducation prioritaire, entre autres. Nous avons obtenu le classement en REP. Maintenant, les moyens, la répartition des moyens reste encore un petit peu obscure. La qualité des projets de réseau, la prise en compte de tout ce qui concerne les relations avec les parents, le climat scolaire, nous semble complètement insuffisant. D'accord. Alors quand même pour revenir, avant d'aller plus loin sur la REP+, par exemple, sur ce bilan de l'année passée, qu'est-ce qui ressort de l'année scolaire? Eh bien pas grand-chose. Il faut dire que nous avons perdu, entre guillemets, bien sûr, ont été mutés monsieur le recteur, monsieur le secrétaire général de l'académie, madame la directrice de cabinet. Donc il nous semble que nous avons eu là une rupture. Sur le bilan de ce qui se faisait avant, rien de très transparent, justement. Nous avons à de nombreuses reprises protesté sur l'absence de communication de dossiers, de documents que pourtant la CADA indique que tout le monde peut avoir, sur les moyens, leur utilisation. Donc nous craignons justement, avec l'arrivée d'un recteur qui semble tout à fait disposé à tout traiter, mais certainement un petit peu... En tout cas, c'est un changement. Oui. Voilà, c'est un changement. Et nous sommes persuadés, Ozgen, que des dossiers, des difficultés qui dorment depuis un moment, au fil du temps, vont finir par faire un peu des bobos. Par ressurgir. Alors, pour revenir quand même sur la question du placement de la Guyane en réseau d'éducation prioritaire renforcé, vous évoquiez les moyens. On est quand même à la fin de l'année scolaire. Est-ce qu'on est prêt à accueillir un tel système dès le mois de septembre? Alors, dans un premier temps, aucune évaluation n'a été faite sur les établissements qui ont préfiguré le dispositif, qui a été élargi donc à la rentrée dernière. Toujours aucune évaluation. C'est vrai que pour ce qui concerne la formation des personnels, je disais les projets de réseau, souvent confectionnés un petit peu, je dirais, hors des conditions nécessaires à la mise en œuvre d'une dynamique collective, nous sommes quand même un petit peu inquiets. D'accord, donc il manque des professeurs, il manque des équipements. Il risque de manquer déjà des enseignants sur les postes créés, mais en quel nombre, on ne sait pas. Nous crions haut et fort que, contrairement d'ailleurs aux directives ministérielles, tout ce qui concerne les relations avec les parents, le climat scolaire, les violences n'est pas pris en compte dans les projets de réseau et que là, nous sommes dans une situation déjà particulièrement alarmante. On va y venir justement sur cette situation de violence, mais quand même, parallèlement à la mise en place de la REP+, il y a aussi la réforme des collèges. Alors, il y a la réforme des collèges. Alors, c'est vrai que les deux, je dirais, réformes, mises en œuvre des deux réformes se percutent, que souvent le temps prévu pour la mise en œuvre de l'éducation prioritaire a été utilisé pour préparer la réforme, ce qui n'était pas vraiment dans l'esprit, et que nombre de collègues jamais convoqués, en particulier ceux qui sont le plus éloignés de Cayenne, n'ont pas été associés ni préparés. Et finalement, nous considérons que deux dispositifs de lutte contre les inégalités, nous faisons une mise en œuvre qui finalement accentue les inégalités, puisque plus les enseignants sont loin de Cayenne, moins ils ont été formés, moins ils ont été accompagnés. Sur la question de la violence dans les établissements, dans et aux abords des établissements, la Convention Évidence quand même a été signée en 2015. On a vu plein de mouvements sociaux qui ont même rallié les étudiants eux-mêmes, les lycéens notamment. Alors aujourd'hui, est-ce que quelque chose a changé finalement à ce niveau-là 2014. Je crois. 2014. Donc, cette convention, qui n'a d'évidence que le nom, n'a jamais concerné les maires, qui, de toute évidence, sont les premiers responsables de la sécurité sur leur territoire. Il est vrai que ce sont plutôt les autorités, donc le parquet, la préfecture, etc., qui sont mobilisées. Alors, vous touchez du doigt justement la difficulté, c'est que cette convention, finalement, a organisé les choses au niveau hiérarchique, entre guillemets, supérieur, et a finalement gêné ce qui se faisait tant bien que mal sur le terrain. Et nous en arrivons à une gestion totalement déconnectée, qui, de façon finalement pas étonnante, permet d'aggraver les choses.
D'ailleurs, le SGEN demande depuis longtemps aussi que les transports soient intégrés dans la convention évidence. Et je crois savoir que le syndicat des transports en commun, dont les matériels sont abîmés, dont les chauffeurs sont agressés, demande à intégrer aussi. Il faut absolument que le pilotage de cette convention sorte du théorique, du virtuel, puisque moins on est près du terrain, plus on trouve que tout va bien. Alors très rapidement quand même, pour conclure, aujourd'hui le SGEN, CDTG, CFDT, comment voit-il la rentrée prochaine ? Eh bien, c'est un petit peu en effet ce que je disais tout à l'heure. Nous craignons que de l'accumulation de plusieurs dossiers, je prends un autre exemple rapidement, l'hébergement des élèves des sites isolés. Depuis des années, donc, les choses sont un petit peu dénoncées, un petit peu chaotantes. Et cette année encore, finalement, les choses ne s'annoncent pas mieux parce qu'un dispositif a été mis en place au rectorat avec un barème dont on ignore tout. Et les dossiers de Camopi et de Marie Passoula, qui devraient être prioritaires, finalement sont traités, semble-t-il, peut-être un peu plus tard, ou en tout cas sur le terrain, on n'est même pas capable de renseigner les parents correctement et pratiquement. Donc finalement, il reste beaucoup de travail pendant les vacances. Les enseignants auront-ils du travail pendant ces vacances ? Voilà pourquoi nous avons décidé un petit peu tôt pour un bilan, essayer de dire à tous les partenaires de s'asseoir et de voir comment on peut encore améliorer les choses. S'il n'y a pas de mobilisation, s'il n'y a pas de front commun, en particulier contre les violences, nous sommes vraiment en grande difficulté. Merci beaucoup Martine Nivois d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. On poursuit avec toute autre chose, je vous l'annonçais tout à l'heure, c'est un procédé généralement utilisé pour la fabrication de pièces complexes dans l'aéronautique, dans l'automobile ou encore l'architecture. Je veux parler bien sûr de l'impression 3D. Depuis le 30 avril dernier, une boutique située à Jarry en Guadeloupe en a fait sa priorité. Elle permet en quelques minutes de reproduire n'importe quel objet. On voit ça avec Linda Kayarsi. Depuis plusieurs semaines, la 3D est en train de conquérir le marché guadeloupéen. Alors, Matrice 3D, c'est un jeune réseau, on va dire que c'est un jeune réseau, puisque moi je suis entrepreneur depuis quelques années. C'est un jeune réseau qui a démarré, je crois, il y a 2-3 ans. Généralement, tout ce qui est impression 3D, ça se fait via le net, etc. Donc, c'est vraiment le premier réseau boutique, entre guillemets boutique, sur la métropole. Ici, on révolutionne la modélisation et l'impression 3D avec du matériel de haute technologie. Alors, nous avons plusieurs types d'imprimantes 3D. Donc, on a plus ou moins une gamme entre guillemets, pour les particuliers et une gamme pour les professionnels. Donc là, on est plutôt on est sur des gammes pour les particuliers, donc, qui commencent à des coûts de 300 € jusqu'à 1 500 €. Et sans oublier le body scanner, la pièce maîtresse de la boutique. La 3D n'a plus de limite. Alors là, nous sommes sur ce qu'on appelle un body scanner. Ça nous permet de numériser une personne. Après le scan, il y a une partie retouche, éventuellement du visage, etc. Et ça part après à l'impression. Donc là, nous sommes sur des impressions, soit on peut imprimer sur du plastique, soit on peut imprimer sur en céramique, pardon. Destiné à la fois aux professionnels et aux particuliers, l'entrepreneur offre une gamme complète de services comme la vente d'accessoires et de consommables 3D, mais aussi de produits personnalisés. Si vous avez déjà votre objet modélisé, entre guillemets, ça veut dire que vous avez déjà dessiné, il est déjà en 3D, on lance votre impression. Tout ce qui est modélisation, si vous n'avez pas encore l'objet, vous avez une idée de l'objet, on peut aussi la modéliser et vous l'imprimer. L'avantage, c'est de donner cet objet se casse à nouveau pour une raison ou une autre. On a toujours le fichier, on peut toujours le réimprimer. Bref, un savoir-faire qui s'adapte aux besoins et au budget de chacun. Objectif, rendre l'univers 3D accessible à tous. Retour en Guyane avec de la natation. 200 élèves en classe de CM2 ont participé ce matin à une grande épreuve pratique, un événement organisé par le comité de natation et le rectorat. Objectif, tester leur capacité dans l'eau, une journée déterminante pour la suite de leur scolarité. C'est ce que nous montre Jonathan Lariot. Pour ces jeunes élèves, l'heure est aux examens.
Non pas en salle de classe sur un quelconque devoir de mathématiques ou de français. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est savoir nager. Vous allez entrer dans le cerceau, vous allez prendre un objet lesté. C'est dans un parcours bien défini que ces élèves de CM2 doivent montrer leurs aptitudes à la nage, le crawl, le papillon ou encore la plongée. Tout est mis à l'épreuve. Ne pas avoir peur de l'eau, savoir rentrer dans l'eau, aller sous l'eau, chercher les choses dans l'eau, passer dans les cerceaux. C'était important pour moi parce que je veux savoir si je savais bien nager. Il y a souvent des accidents à la piscine et des choses comme ça. Et peut-être que nous, on pourra sauver des vies ou même ça peut servir pour si on fait des compétitions ou ce genre de choses. Plus de 200 élèves ont donc plongé dans ce bassin de la piscine olympique de Baduel. Car à la veille de leur entrée en 6e, savoir nager devient obligatoire. C'est obligatoire de nager et là ils sont dans un palier pour le CM2, pour l'élémentaire, mais ils auront un autre palier au niveau du collège. Pour les enfants c'est important parce que ça leur permet d'être des citoyens ayant les moyens de se débrouiller en cas de problème. Nous sommes un pays d'eau, si jamais il y a un accident, que la voiture tombe dans l'eau, il faut que l'enfant soit capable de se débrouiller, de se libérer d'une voiture, d'une chute d'eau et de regagner le bord. Donc c'est important, c'est pour ça qu'on ne présente pas avec ce test de natation. Avec un pourcentage de plus de 70% de réussite, chacun d'entre eux repart avec un diplôme d'aptitude à la nage, prêt à plonger en 6e dès l'an prochain. Ainsi s'achève votre journal. Avant de se quitter, voici le rappel des principaux titres. Stop déchets, un concours pour sensibiliser les écoliers de la CACL à la réduction de notre empreinte sur Terre. Plusieurs établissements y ont participé toute l'année et ont été récompensés ce matin. L'occasion de revenir sur cette expérience enrichissante. De la fumée pour vérifier le bon état du système d'évacuation des eaux usées. C'est le procédé employé par la CACL dans le quartier des Âmes Claires. Le nuage est diffusé dans les canalisations pour déceler les fuites d'eau pour engager les travaux si nécessaire. Enfin, 200 écoliers se sont jetés à l'eau ce matin. La piscine de Baduel à Cayenne a été investie pour une grande journée d'évaluation de leurs aptitudes en natation, déterminant pour la suite de leur scolarité. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, l'info nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. Puis les programmes continuent sur votre antenne ATV Guyane. Très bonne soirée à vous. À demain.